Le 101e département français est-il ce soir un département totalement dévasté? Mayotte a été balayée par des vents à plus de 220 km/h. Une image permet de se rendre compte de la gravité de la catastrophe. Ce bidonville du quartier de Kawéni, dont les maisons, vous le voyez, se sont littéralement effondrées. Les secours découvrent peu à peu la situation sur le terrain, mais l'inquiétude est immense. On estime que dans l'archipel, 100 000 personnes, un tiers des habitants, vivent dans ces maisons extrêmement précaires. Retour sur ce moment où le cyclone a touché les côtes ce matin avec Didier Pireski et Marie Belot. De frêles habitations face à un vent surpuissant. Le toit résiste, se gonfle, puis s'envole comme un fétu de paille. Ces scènes filmées par les habitants se répètent un peu partout. Mayotte est balayée par des vents à plus de 220 km/h. Un peu plus tôt, il est 6 heures passées lorsque le cyclone Chido déverse ses premières trompes d'eau, ses premières rafales. Les habitants fuient à la recherche de bâtiments solides pour se mettre à l'abri. Derrière les grilles de ce lycée de Kawéni, par exemple, où se trouve ce groupe. Mais les gens sont parfois seuls. Nous avons besoin d'assistance. Cet homme est terrorisé par la violence du cyclone. Il panique et se réfugie derrière cette grille. Si ça continue jusqu'à faire 2 heures, franchement, ça sera la fin. Toutes les portes sont cassées, les clôtures tombées. C'est la catastrophe totale. Dans cette maison aussi, une femme seule, effrayée par le fracas assourdissant du vent. À l'extérieur, les arbres résistent tant bien que mal. Au contraire des toits de tôle qui recouvrent énormément d'habitations à Mayotte. Le maire, que nous avons joint au cœur de la tempête, nous décrit la situation. La population est totalement confinée. On est en alerte violette. Donc nous avons plusieurs appels au secours parce que des toits sont littéralement enlevés des maisons. Quelques dizaines de minutes de furie. Puis, une accalmie nous permet d'interroger cet habitant. Mais le répit est de courte durée. Ils viennent de nous informer qu'on doit tous se reconfiner parce que ça revient dans 15 minutes. Le cyclone revient. Explication sur cette image satellite. À l'instant où nous sommes avec le témoin, Mayotte est dans l'œil, c'est-à-dire au centre du cyclone. Quand on est dans l'œil du cyclone, on ne ressent plus de vent. Et lorsque le cyclone continue sa trajectoire, c'est la partie intérieure du cyclone qui là va être ressentie avec des vents qui sont immédiatement très forts. Autrement dit, une deuxième vague tout aussi longue et tout aussi violente et qui laisse cette île de 320 000 habitants en grande partie dévastée. Et les premières informations qui nous parviennent décrivent un chaos indescriptible, une capitale Mamoudzou à terre, un aéroport très endommagé. Au niveau du bilan humain, je vous le disais, on évoque au moins 2 morts, mais ce chiffre est évidemment provisoire. Ce cyclone d'une rare intensité a provoqué le déclenchement de l'alerte violette, décision absolument inédite dans l'histoire de Mayotte. Et ce département, qui est déjà le plus pauvre de France, n'était évidemment pas prêt à une telle violence. Elsa Assalit et Laura Ada. Le bidonville de Kawéni n'est plus qu'un champ de ruines. Les maisons faites de tôle et de bâches n'ont pas résisté à la violence du cyclone. Des personnes qui se trouvent actuellement dans leur maison qu'on devrait aider. Comme vous voyez derrière moi, il y a beaucoup de maisons qui sont tous écoulées. Des maisons, surtout des maisons en tôle. Il y a même des murs en dur qui se sont effondrés. Les autorités craignent de nombreuses victimes, car près de 100 000 personnes vivent dans ces logements précaires et beaucoup avaient refusé d'évacuer. Dans le centre de Mamoudzou, Karine et son mari se croyaient à l'abri dans leur maison. Mais les fenêtres ont cédé. On a tous les volets qui se sont arrachés, les vitres qui ont éclaté. Donc on s'est réfugiés à l'étage. Pensant bien faire, on a attrapé un matelas, on s'est mis dans l'étage pour ne pas avoir de vitres autour de nous. Malheureusement, en fait, les portes n'ont pas tenu non plus, le plafond s'est effondré.
Pendant notre appel, un bruit à l'étage. J'ai le plafond qui tombe. Le plafond continue de s'effondrer. Dans cet hôpital, mêmes images. Est-ce qu'il n'y a pas une sous-plafond? À Petite Terre, cet hôtel lui aussi dévasté. Regarde tout ça. Mon Dieu. Partout sur l'archipel, les dégâts sont considérables. Les habitants découvrent leur quartier ravagé. Le haut vent de l'entrée n'a pas tenu du tout. On voit que les dégâts semblent considérables à l'intérieur. Ici, une station-service détruite. Plus loin, la route est barrée. Cette route nationale habituellement très fréquentée est impraticable. On n'est pas près d'avoir de l'électricité à nouveau. Les câbles sont à terre, tous les panneaux publicitaires ont été arrachés également. Tout est au bord de la route. Plus de 15 000 foyers sont privés d'électricité. Et l'île est presque coupée du monde. Voici une photo de l'aéroport de Dzaoudzi. À l'intérieur de la tour de contrôle, le cyclone a presque tout détruit. Les communications aussi sont difficiles. Beaucoup sont sans nouvelles de leurs proches. À Paris ce soir, le secrétaire d'État chargé de la francophonie est lui aussi dans l'attente. Au-delà de ma famille, c'est des milliers de personnes pour lesquelles nous n'avons pas de nouvelles. Effectivement, ma famille est sur place et c'est horrible depuis 8 heures du matin. À Mayotte, les habitants s'apprêtent à vivre une nouvelle nuit d'angoisse. Pour beaucoup, sans électricité et sans eau courante. Et on va rejoindre en direct un habitant de Mayotte. Bonsoir Bruno Garcia, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes gérant d'un hôtel. Est-ce que vous pouvez nous raconter ces moments terribles quand le cyclone a touché les côtes ce matin? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, c'est une véritable catastrophe, c'est digne de l'apocalypse. Il n'y avait plus aucune structure. Ma structure hôtelière est une structure qui a été faite en dur, sur une partie qui a été faite il y a 6-7 ans. Et tout s'est emporté, il n'y a plus rien. J'ai perdu 95% de l'hôtel, je n'ai plus rien. Je n'ai plus de structure, tout est emporté, il n'y a plus de toiture, il n'y a plus rien. Le vent s'est engouffré à l'intérieur et bien évidemment, il n'y a plus rien dans les chambres. Est-ce que vous avez pu sortir après le cyclone? On parle de quartiers entièrement dévastés, de maisons totalement effondrées. Est-ce que vous avez peur, effectivement, que le bilan humain soit important? De toute façon, le bilan humain sera important. Et puis, il faut savoir que mon établissement surplombe un peu une certaine partie de la ville et que j'ai pu voir à partir de mon établissement ce qui s'est passé. Il y a très peu de commerces ou d'administrations qui ont encore leur toiture. Je crois que 90 à 95% de la population n'a plus de maison. Bruno Garcia, est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir et pour les jours qui viennent? On sait que Mayotte est un département qui était déjà en souffrance avant ce cyclone. Je suis extrêmement inquiet pour l'ensemble de la population mahoraise, puisque ce soir je la représente à travers moi. Et puis voilà, il n'y a plus rien à Mayotte, il n'y a plus aucune structure, il n'y a plus aucune administration, même l'hôpital a eu des problèmes. Donc on ne sait pas où on va, on ne sait plus ce qu'il faut faire. On erre dans la rue, voilà, et on voit des gens aussi pareil qui déambulent dans la rue, ne sachant plus où aller avec des bébés au bras. Merci beaucoup Bruno Garcia pour ce témoignage. Merci. Et on ne peut évidemment que vous souhaiter beaucoup de courage pour les heures et les jours qui viennent. Alors depuis 19h, heure française, François Bayrou préside une réunion interministérielle. Le nouveau Premier ministre qui a convoqué une grande partie du gouvernement sortant dans la salle de crise du ministère de l'Intérieur. Cette catastrophe, elle est évidemment, on le disait, humanitaire, mais elle va très vite devenir économique et sécuritaire. Toute la difficulté étant qu'elle concerne un territoire qui se situe à 8000 km de la métropole. Demain, 140 personnels de la sécurité civile vont partir de Paris. Tiffaine Leproux. L'urgence pour les 110 militaires de la sécurité civile et les sapeurs-pompiers déjà sur place est de secourir de potentiels blessés. Mais il va falloir plus de renforts et vite. Ce soir, au ministère de l'Intérieur, le ministre démissionnaire Bruno Retailleau et le nouveau Premier ministre François Bayrou participent à une cellule de crise afin d'organiser l'envoi supplémentaire de secours. 140 militaires et sapeurs-pompiers sont attendus dès demain.
Ce soir, un avion militaire doit lui partir de la métropole avec du fret humanitaire, accompagné d'une frégate et d'un hélicoptère. Sur place, la tâche est rude. Les axes principaux de l'archipel sont quasiment inaccessibles. Des engins de chantier, des agents municipaux tentent de déblayer les voies au maximum. À cette heure, les secours ont de grandes difficultés pour accéder aux bidonvilles, dans les hauteurs. 70 centres d'urgence ont été ouverts pour que les habitants sinistrés se mettent à l'abri, comme ce lycée saturé. Là, on est débordé parce que là, on est presque à 800 personnes. Autre difficulté, l'approvisionnement en eau. D'autant plus dans cet archipel très isolé, quasiment coupé du monde et déjà soumise à des coupures d'eau. Nous allons engager un module de potabilisation de l'eau. Ce module-là servira à améliorer la possibilité de transmettre des poches d'eau tous les jours à la population. Sur place, des scènes de pillage ont déjà été constatées. Selon le ministère de l'Intérieur, 1600 policiers et gendarmes ont été déployés pour assurer la sécurité des habitants.